très heureux de vous accueillir parmi nous, là, dans cet espace numérique d'ACDE Conseil. Donc, Claude Bacquart de FICOM Conseil, Marc Benmoussa et moi d'ACDE. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Je vois une ou deux têtes connues dans la salle, dont quelqu'un que j'ai pas vu depuis quelques années. Donc, ravi de vous retrouver ici. On va passer donc 3 quarts d'heure sur ce sujet. On va commencer par des présentations, Claude, Marc, moi. On fera un petit peu d'une approche un petit peu académique sur la conduite du changement, les résistances au changement, des choses comme ça. Et ensuite, avant ça, Claude présentera la société. Et ensuite, je passerai la parole à Marc qui détaillera quelques exemples et notre approche de la conduite du changement autour de la mise en œuvre d'un logiciel complexe de gestion de projet. Voilà, Claude, je te passe la parole tout de suite. Oui. Présenter l'ordre du jour, puis nos sociétés. Vas-y. Merci Vincent, merci à tout le monde. Donc en tant que président de ACDE FICOM, donc je suis ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui en compagnie de mes 2 associés, donc Marc et Vincent. Et on a voulu justement que cette présentation soit assez intéressante avec Marc qui porte un peu toute cette offre, je dirais, PMO et outillé, avec notamment les outils Siforma, et puis Vincent qui a cette grande expérience sur la conduite de changement, et moi-même avec ces volets un petit peu d'organisation, de conduite de changement et autres. Donc encore une fois aussi, même moi, je me permets de saluer les têtes connues qui sont avec nous, et pour une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui nous avons des invités de différents pays, bien sûr de France, de Belgique, je vois aussi des gens de Tunisie, du Maroc, du Bénin, donc c'est parfait. Je les salue tous, donc je vais présenter rapidement un petit peu qui on est en fait en notre société. Donc, ACDE FICOM, donc ACDE est une société maintenant qui existe depuis une vingtaine d'années sur les problématiques justement de tout ce qui est performance et de conduite de changement, qui a une grosse société filiale qui est FICOM, dont je préside un peu les deux, qui est plutôt dédiée à l'international et surtout sur l'Afrique avec des activités très complémentaires. Donc, l'ensemble des 2 sociétés aujourd'hui, c'est une quarantaine de consultants et nous contribuons à la transformation des PME, des ETU, des ETI, des grands groupes, des administrations et organismes publics. Donc, nous intervenons tout au long de ces années sur tout type de mission avec un objectif clair qui est de faire réussir vos projets de transformation, d'en pérenniser les acquis, avec des méthodes efficaces, des logiciels performants, en plus de notre ADN de pratique de management équitable, donc traitant la parité, les performances et le facteur humain. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, voilà un petit peu en quelques mots en termes de notre offre de services que vous connaissez. Donc, elle s'articule beaucoup autour de PlanOps. PlanOps que nous avons, qui est une méthodologie qui est déposée par nous et qui englobe un petit peu tout l'accompagnement de la stratégie à l'action, avec ce qu'on appelle nous PlanOps stratégie, donc toute l'activité, je dirais, de stratégie d'organisation, de management performant, de faciliter de donner des caps et des ambitions partagées. Nous avons ensuite l'activité PlanOps Manager. Donc là, c'est manager, c'est tout ce qui est pour motiver le management. Donc c'est vraiment donner les moyens d'accompagnement des équipes durant les périodes et relancer le changement. Donc toute cette partie, je dirais, avec un gros facteur humain. Et bien évidemment, PlanOps aussi action. Et là, nous sommes autour du travail collaboratif, de l'innovation, de la gestion de projet, du reporting. Et c'est un petit peu comment s'outiller aussi pour atteindre ces objectifs de travail collaboratif, dont fait partie l'outil Siforma, bien évidemment, qu'on citera parfois au cours de cette présentation. Donc voilà en quelques mots
une présentation et je redonne la parole à Vincent un petit peu pour entrer dans le vif du sujet, comme on dit. Ok, merci Claude. Alors, quand on parle conduite du changement, autour de la mise en place de ces outils de management de projet, de quoi on va parler plus exactement? Alors, on va faire un tout petit zoom arrière sur les projets eux-mêmes. En général, en matière de projet, on en voit 3 types. Vous avez un projet qui peut être déclenché par un contrat. Exemple typique, le gros projet informatique, le gros projet de génie civil, une infrastructure, un projet égale un contrat, alors avec ses sous-traitants, tout le tralala. Mais au final, on produit un objet unique, tangible. Et si on ne se trompe pas trop dans le devis ou dans la planification, et si on n'a pas trop d'écueils techniques dans la réalisation, le projet rapporte un peu plus que ce qui coûte et est rentable. Bon, je ne vais pas vous donner l'exemple de l'EPR de Flamanville, qui est exactement l'inverse de tout ça, mais en général, il y a des projets qui marchent et qui se terminent dans les coûts, dans les délais, avec les caractéristiques attendues. C'est, entre guillemets, le projet facile. Là où c'est déjà un peu plus complexe, c'est quand on est dans un environnement multiprojet. Prenez l'exemple d'un équipementier qui va produire des moteurs d'avion, des carburateurs de voitures, des choses comme ça, ou même un systémier qui produit des avions, des voitures, des composants, des produits électroniques, des choses comme ça. Déjà, il est dans un environnement concurrentiel et surtout, il déclenche le projet comme un investissement et comme un pari sur l'avenir. Et donc, il compte sur le retour sur investissement de son projet, sur les ventes de son produit pour amortir les coûts de son projet. Donc, il y a une première complexité qui est le fait que les revenus soient différés dans le temps par rapport aux dépenses et surtout que ces revenus soient incertains. Si le produit ne marche pas, les coûts d'études et de réalisation du projet ils vont pas être amortis. Et puis, en général, ces entreprises n'ont pas qu'un projet à la fois. Elles ont plusieurs projets à lancer, elles doivent se poser la question de savoir est-ce que je lance ce projet-là maintenant, ou est-ce que j'alloue les ressources, quelles sont les priorités, etc., etc. Mais au moins, dans ce type de projet, on a un ROI calculable, matérialisable d'après les ventes du produit. Plus complexe encore sont les projets qu'on appelle de changement ou de transformation. Parce que vous mettez en place une nouvelle organisation, vous changez telle ou telle procédure ici et là, bien malin qui saurait dire quel est le ROI exact. Alors vous allez me dire, oui, avec Excel, on peut tout montrer, y compris la rentabilité prévisionnelle d'un projet de changement, mais c'est pas facile, et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas finalement un livrable concret à montrer derrière. Et en fait, souvent dans une entreprise, en plus, vous avez ces 3 types de projets qui cohabitent. Et un projet, dans le deuxième ou dans le troisième cas, c'est en fait c'est une sollicitation de ressources dans le but de produire un composant selon des caractéristiques attendues dans un laps de temps et un budget donné, le tout dans un environnement où tout le monde se dispute les ressources. Voilà. Donc c'est bien plus complexe que de la simple planification. Déjà la planification c'est pas simple. Donc là, si je puis me permettre, on en rajoute une couche. Et donc, c'est là, avec cet environnement multi-projet, que ça se complexifie. Alors, le genre de question qui sort dans cet environnement, ou le genre de constat, c'est ça, finalement. Il y a des concurrences, il y a des jalousies. Ouais, pourquoi on met les ressources sur son produit et pas sur le mien? Vous avez des projets qui sont en retard, qui sont pas dans les budgets. Vous avez des ressources qui sont surchargées. Performance, qualité, tout ci, tout ça. Donc, ça râle. Vous avez un patron qui dit mais ça on peut pas comme ça continuer avec des projets qui sont tout le temps en retard, on ne sait pas quand ils commencent, on ne sait pas quand ils terminent, il faut que ça change. Quand le patron est poli, il ajoute s'il vous plaît. Mais on constate quand même une souffrance générale dans l'entreprise. L'idée après, c'est qu'on mette en place une culture en fait et des pratiques qui font que déjà, on va lancer les bons projets, entre guillemets, au bon moment, entre guillemets. À savoir qu'on sait pourquoi on va lancer ce projet maintenant, et pas un autre, parce que on a une fenêtre d'opportunité, on a des ressources disponibles, etc. Et que, si je puis dire, en bénéfices collatéraux, on affecte sur le projet des ressources qui sont disponibles, et pas des ressources dont on va espérer qu'elles sont disponibles un jour, autant faire se peut que les projets soient à l'heure et que le résultat de ces projets soit performant.
Voilà. Alors, vu des équipes qui réalisent ce projet, avant, finalement, c'était un certain confort. C'était just do it. Oh ben voilà, hop, on démarre le projet, hardi petit, et on verra quand ça se termine. En général, on fait ce qu'on a à faire en se concentrant principalement sur l'aspect technique des choses, sur l'aspect technologique même. Exemple, par exemple, on va remplacer une application ou un Excel par un ERP, voilà, des choses comme ça. Et on va pas plus loin. Là, on va, de par la gestion de ces priorités, on va introduire une complexité en commençant par la nécessité d'approuver au préalable les projets. Et qui dit approuver au préalable dit avoir une justification économique, pourquoi on fait ce projet, comment on va le faire, et puis ensuite toutes des strates de planification, de validation, et c'est pas ensuite parce que le projet est lancé qu'il va pouvoir continuer à vivre sa vie tout simplement. Donc régulièrement, lors de certains jalons, on appelle ça des jalons de management, il va falloir expliquer où on en est, il va falloir expliquer les difficultés, il va falloir parfois rejustifier le projet, parce que en un an, le monde tourne et un projet qui était pertinent il y a un an peut ne plus être pertinent. Par exemple, comme on a eu là, ces dernières années une augmentation faramineuse du coût de l'énergie qui a renchéri certains projets, qui a pu faire que certains projets qui semblaient rentables ne le sont plus. Et c'est tout ça qui nous amène finalement à devoir gérer cette complexité et à introduire en fait une notion de typologie ou de niveau de changement. En gros, alors là, vous voyez, les experts se sont pas foulés. Il y a deux niveaux, ils les ont appelés niveau 1, niveau 2 ou type 1, type 2. Alors, ce qu'on appelle changement de type 1, c'est, on va dire, un changement simple, c'est-à-dire qui intervient à l'intérieur d'un système. Les modes opératoires ne changent pas, les outils ne changent pas. En gros, c'est quelqu'un qui part en congé, qui est remplacé par quelqu'un d'autre. C'est une petite montée de version dans un système. C'est déménager dans le bureau d'à côté. C'est des choses comme ça. Où, en gros, on crée une petite perturbation et le système de lui-même revient à l'équilibre. Ce qu'on appelle changement de type 2, c'est beaucoup plus complexe. Ça modifie les lois du système et ça crée une perturbation, ça crée une transformation. Donc, c'est des processus qui génèrent ce qu'on appelle de l'entropie négative ou qui créent de l'entropie supplémentaire. Donc, ceux qui ont fait des études énergétiques voient à quoi je fais allusion. Donc, il va falloir beaucoup d'énergie pour pouvoir restabiliser tout ça. Et vous voyez la courbe rouge là. En gros, imaginez une bille qui est sur cette courbe rouge là. Elle est dans la partie gauche, changement de type 1. On lui donne une petite pichenette, elle revient à son équilibre, à son point d'équilibre toute seule. Changement de type 2, on essaie de la monter en haut de la courbe rouge là. Je ne sais pas si vous voyez pas. On essaie de la monter ici. Deux choses. Un, il va falloir de l'énergie pour arriver ici. Deux, c'est un équilibre instable. Donc, l'objectif, ça va être de recréer un point de stabilité en haut ici, autour de ce nouveau point d'équilibre, mais qui se caractérise par un nouvel environnement, des nouveaux modes opératoires, des nouvelles relations, des nouvelles situations, des nouveaux outils, des nouveaux comportements adoptés. Bref, c'est un changement de culture, c'est un changement de travail. Et c'est ça qui est pas facile. On verra tout à l'heure les conditions de participation et de réussite à ces projets. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que ces changements de type 2, on l'a dit, ça crée de l'instabilité, et l'instabilité, ça entraîne des doutes chez les individus. Et donc, ils vont se poser, voire ils vont vous poser certaines questions. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Avant, je planifiais avec Excel, maintenant on me demande de remplir des formulaires pour justifier mon projet, truc, machin. Il va falloir que je traite avec des gens que je ne connais pas, il va falloir convaincre des hiérarchiques. Donc vous voyez, tout ce qui est sur fond vert, en général, les gens en parlent. Et puis plus on descend vers le jaune, le rouge, le noir, plus ce sont les questions que les gens se posent, mais qui ne vont pas forcément vous poser. Oula, est-ce que ça va marcher chez nous, ce truc-là? Ouais, j'ai entendu dire que ça marchait chez Thales, à l'aérospatiale, à la BNP, mais chez nous, machin, etc. Qu'est-ce qu'on attend de moi maintenant? Que devient mon travail? Sur quoi je vais être évalué? Sur quoi je vais être reconnu? Et puis, vous avez des questions existentielles plus profondes.
Est-ce que j'en suis toujours capable finalement? Est-ce que j'ai les compétences pour ça? Et voir, est-ce qu'il y a encore du travail pour moi là-dedans? Et toutes ces questions, les gens ne vous les posent pas spontanément. Parce qu'ils ont leur fierté, parce qu'ils sont un petit peu déstabilisés par tout ça. Donc l'objectif, en fait, de toutes les démarches d'évacuation des résistances au changement, ça va être de faire sortir ces questions et de faire en sorte que, bien sûr, elles y aient une réponse, mais que la réponse s'ancre, et que les nouveaux comportements, les nouvelles façons de faire s'ancrent petit à petit dans le quotidien des gens. Et là, on constate que bien souvent, les entreprises s'y prennent pas forcément comme elles devraient. On se dit, la conduite du changement, il faut informer les gens, il faut les former. C'est vrai. Encore faut-il qu'ils soient prédisposés à ça. Parce que si vous faites juste de l'information et de la formation, vous allez constater que finalement les gens s'y mettent plus ou moins bien. Ah, j'ai pas le temps, je comprends pas ce que ça veut dire ce truc-là, c'était simple avant, regarde comme c'est compliqué maintenant, je sais pas faire, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on a tous entendues. Et là où c'est piégeux, c'est que comment dire, les dirigeants, en général, eux, ils sont persuadés, et ils n'ont pas tort, ils sont persuadés du bien fondé de tout ça. Mais parce que c'est évident pour eux, ils ont tendance à penser, et parce que c'est évident pour eux, et parce que c'est bon pour l'entreprise, ils ont tendance à penser que tout le monde va y adhérer. C'est pas toujours le cas. Donc nous, on recommande en préalable à ces phases d'information et de formation, entre guillemets, de perdre du temps pour pouvoir en gagner plus après, à savoir de mettre en place des temps d'écoute, des temps de concertation, des temps sur les difficultés que pressentent les individus. Ça pourra vous paraître puéril, ça pourra vous paraître décalé, mais le simple fait qu'ils s'expriment là-dessus, ça participe à leur démarche d'acceptation de ce qui se fait et à leur motivation future. Et c'est ça qui va faire que les individus vont s'y mettre. Je dis toujours, bon là on a un public international, je ne sais pas comment c'est en Tunisie, au Maroc, mais en France, vous demandez à quelqu'un de râler, de dire ce qui ne va pas, facile, il s'épanche, il va tout vous dire. Et de ces déclarations, vous allez récupérer des éléments sur lesquels vous allez pouvoir ensuite appuyer votre argumentation. Donc voilà, bien préparer le terrain, ça paiera à terme. Et c'est pour ça qu'on parle en fait d'un projet de changement. On a une situation avant, on a une situation après, et ce projet de changement, c'est ça qui va avoir pour but de faciliter l'acceptation justement des nouveautés, l'expression des difficultés, et de maximiser les facteurs de réussite et d'ancrage. Et donc la clé là-dedans, c'est vraiment la participation des individus aux phases préliminaires du projet, temps d'écoute, temps de communication, parce qu'ensuite, une fois que les individus ont compris l'intérêt de tout ça, ils iront avec beaucoup plus d'assiduité et d'attention les communications que vous allez diffuser, et ils comprendront pourquoi on les envoie en formation. Nous, on a encore des gens chez certains clients qui arrivent en formation. Nous, on n'intervient que dans des entreprises qui sont en changement, en transformation. On installe du SIFORMA, ça bouscule les habitudes. Vous avez des gens qui sont pourtant des individus, qui ne sont pas des gamins, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, qui sont des managers. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes en formation, ils disent parce que mon chef m'a inscrit en formation. C'est un petit peu désolant d'entendre ça, parce qu'une formation, c'est quand même un gros investissement d'une société pour élever les compétences de ses collaborateurs. Et en général, on ne vient pas en formation parce que son chef l'inscrit en formation. On vient en formation parce que on participe à l'évolution de son entité. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. On va voir maintenant comment tout ça se passe. Si un dernier mot, parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder ici, ces phases préliminaires de préparation du changement. En général, ce sont des entretiens individuels, ce sont des séminaires collectifs autour de facteurs de ce qu'on appelle une étude d'impact, impact systémique, c'est-à-dire en quoi le quotidien des gens est-il concerné par les changements qui se profilent,
Donc, on a un ensemble de questionnaires et d'outils de diagnostic, qui permettent de balayer ça selon une dizaine de paramètres. Et ensuite, on fait des restitutions collectives qui permettent, voilà, d'avoir créer une communauté de destin, hein, on va dire, autour de tout ça. Et ensuite, on déroule la mise en œuvre et ce dont Marc va vous parler, hein, maintenant, avec des exemples concrets. Voilà, à toi, Marc. Merci, Vincent. Alors après, oui, c'est vraiment du concret. Est-ce que sortir d'Excel, c'est plus qu'un banal changement? Quand je passe d'un Excel, de développement spécifique, des choses faites maison, quand je passe même de 6 formats d'une vieille version à une version plus récente comme la version 7, est-ce que j'ai besoin de faire de la conduite du changement? Je crois que quand on regarde les deux images écran, on se pose plus la question. Quand on passe en fait d'un environnement maîtrisé et puis que derrière toute l'ergonomie va changer et qu'on va devoir réapprendre avec des utilisateurs derrière, si vous ne faites pas de conduite du changement, qui vont vous dire mes spécifiques, ils sont où, et les modes opératoires pour que je puisse saisir mes temps ou pour que je puisse planifier mon projet, mon reporting, celui que je m'étais développé, qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, donc vous allez avoir en fait des réfractaires au changement, c'est certain. Et dans ces cas-là, en fait, il y a deux attitudes possibles pour les individus en question. C'est soit vous résistez, hein, et c'est la bagarre, soit en fait vous coopérez. Et donc nous, en fait, à CDE Conseil, on est en mesure de vous proposer des tas de prestations en fait pour accompagner vos projets de changement. Et là, on va en voir quelques-uns. Donc on peut proposer des ateliers, on peut regarder la partie documentation. Et donc on verra en fait il y a plein de formats de documentation qu'on peut proposer et puis qui peuvent aider les utilisateurs à adhérer au nouvel outil. Ensuite, bien sûr, on doit faire de la formation, puisque sinon, c'est pas parce que un outil est intuitif que sans formation, en fait, on va automatiquement y arriver. La gestion de projet, la planification, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif. Ensuite, on peut mettre en place de l'assistance opérationnelle après avoir ouvert une nouvelle version de produit ou l'outil, le nouvel outil en fait de gestion de projet ou de PPM. Et puis, il y a autre chose aussi qui est très important, c'est ne pas négliger la communication. Donc, il y a tout un plan de communication, en fait, qu'on peut prévoir, qui se planifie et qui se cadence en fonction, en fait, de l'avancement de votre projet de mise en œuvre de nouvel outil. Et puis derrière, je finirai par quelques conseils. Alors, dans le dispositif d'accompagnement, on parlait d'atelier. Là, les ateliers, en fait, on va avoir plusieurs types d'ateliers. On va avoir des ateliers de cadrage, on va avoir des ateliers de paramétrage, en fait, de la solution de gestion de projet que vous allez mettre en place. Donc, des ateliers d'ajustement, où vous allez avoir des pilotes, des ateliers de documentation, dans laquelle, en fait, on va regarder ce qu'on va faire comme documentation, les ateliers aussi de préparation de la formation, avec un pilote, et puis l'amendement de cette formation en fonction du retour en fait qu'on aura eu sur le premier pilote de déroulé de cette formation. Et c'est bien en fait d'associer des utilisateurs clés, quoi, des pilotes à toutes ces réunions, à tous ces ateliers. Ça leur permettra en fait d'être partie prenante. C'est souvent des sachants, donc ça vous permettra en fait de mieux définir le cadre de ce qu'il faut mettre en fait à l'intérieur de votre outil de gestion de projet, de pas oublier les rapports importants, de pas oublier en fait des champs importants que vous voulez voir inclure, des fonctionnalités importantes à l'intérieur de l'outil. Donc c'est très important. Ces ateliers de préparation sont très importants et il faut que ceux qui vont assurer et créer le dispositif d'accompagnement au changement soient présents dans ces ateliers. Comme ça, ils baignent en fait dans tout ce qui est fonctionnalité avec le client,
Et donc, ils seront mieux en mesure en fait d'expliquer au travers de mode opératoire, de la documentation, d'écrire une formation plus ciblée qui s'applique en fait aux pratiques de l'entreprise. Alors toujours dans le dispositif d'accompagnement, la documentation. Donc très important de mettre à disposition en fait soit des flyers ou des livrets, un manuel de formation, assurer l'animation de la formation, former un maximum de personnes, mettre en place des guides utilisateurs, donner aux différents utilisateurs la documentation outils standard qui est livrée par l'éditeur, faire des vidéos, organiser des webinaires, par exemple, pour expliquer différentes fonctionnalités de l'outil. Bref, il faut faire vivre un petit peu tout ça et faire vivre l'outil. C'est ça qui, derrière, en fait, va pérenniser finalement l'utilisation de votre outil et qui va faire qu'il va y avoir adhésion à l'outil par l'ensemble des utilisateurs. Alors, toujours sur la documentation, en fait, voilà le genre de choses qu'on fait. On fait des flyers, on fait des livrets. Un flyer, c'est une feuille A4 complie en 3. Un livret, c'est une feuille A4 complie en 2. Et puis derrière, en fait, ces flyers ou ces livrets, ils vont contenir en fait des modes opératoires. Et ces modes opératoires, en fait, vous pouvez les décliner de différentes façons. Vous pouvez les décliner par acteur. Il y a des modes opératoires qui vont s'adresser en fait à des collaborateurs et uniquement aux collaborateurs. Typiquement, la saisie des temps passés, la mise à jour de mon calendrier. D'autres qui vont s'adresser au chef de projet. Comment je vais planifier mon projet, comment j'affecte des ressources, comment je fais de l'avancement. D'autres qui vont s'adresser aux responsables d'équipe. Donc, comment je vais valider une feuille de temps en fait d'un collaborateur. Comment, si un collaborateur a fait une mauvaise saisie dans sa feuille de temps, comment je vais pouvoir la corriger moi-même, par exemple. Et puis après, vous pouvez avoir la même chose par thématique. Vous pouvez faire de la documentation par thématique, donc saisir mes temps passés, planifier mon projet, mettre à jour mon projet, comment je gère mon reporting, comment j'exporte mon reporting sous Excel, que sais-je. Voilà. Et puis vous avez encore d'autres possibilités comme le chronogramme par acteur. Et on verra, je vous décrirai un petit peu ce que c'est qu'un chronogramme par acteur. Et c'est très utile, comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire à un instant T. Ensuite, en termes de recommandations sur la documentation, il faut vraiment aller à l'essentiel. C'est un aide-mémoire. Et puis, si possible, respecter en fait la charte graphique. Quand vous le faites, il faut respecter la charte graphique du client. C'est beaucoup plus joli. Et puis, vous pouvez imprimer ça, par exemple, le jour de l'ouverture de votre système, et puis mettre les flyers ou mettre les livrets en fait sur le bureau de chacun de vos collaborateurs qui va devoir accéder à l'outil. Alors voilà un exemple de flyer. Donc ça se plie en 3. Donc vous avez une partie recto, une partie verso. Là on est sur la partie recto, mais en fait quand vous le repliez, vous avez des parties verso, des parties recto. C'est pas toujours facile à organiser, mais voilà. Donc celui-là c'est la saisie des temps pour le rôle collaborateur. Donc, vous avez une explication de texte. Très important, c'est qui contacter si je suis en difficulté et orienter, par exemple, si c'est un problème d'accès à l'outil, contacter l'administrateur, si c'est un problème en fait de saisie des temps passés ou une erreur, contacter votre responsable de pôle, quels sont les points d'attention. Et puis après, vous avez le verso, où là on vous explique précisément et simplement comment vous connecter à l'outil. Qu'est-ce que vous devez faire pour saisir vos temps? Comment indiquer vos congés, vos absences prévisionnelles dans un calendrier pour mettre à jour en fait votre plan de charge? Voilà, ça a l'air tout simple, mais il faut le faire. Parce que derrière, les utilisateurs pourront pas vous reprocher en fait de ne pas avoir mis à disposition des modes opératoires qui leur permettent en fait de faire leur travail au quotidien. Donc ça avait été fait pour la STET, qui est le réseau en fait européen des cartes bancaires. Donc là, on est plus sur un exemple de flyer. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est plus, c'est un livret. Donc c'est un A4 en fait compli en 2. On avait fait ça pour le Crédit Agricole. Et donc vous voyez, ça concerne de la gestion de projet. Ça faisait quand même une vingtaine de pages, ce petit flyer.
Ça concerne les chefs de projet, la planification de votre projet, et on s'attarde en fait sur ce livret à comment planifier des ressources et des forfaits à l'intérieur de l'outil SIFORMA, avec une partie théorique et puis derrière une partie mode opératoire. Cliquez ici, faites ceci, faites cela. Et enfin, le dernier exemple de documentation dont je vais parler, en fait, c'est le chronogramme par acteur. Donc ça, c'est très important. En fait, vous pouvez très bien avoir sur une feuille A4 que vous pliez en deux, recto verso, les actions hebdomadaires, les actions mensuelles, les actions semestrielles, les actions annuelles, pour chacun des collaborateurs. Et derrière, on va avoir le qui, donc qui doit faire quoi, donc tous les utilisateurs doivent faire ceci, ou le responsable d'équipe doit faire ceci, ou le chef de projet doit faire cela. À quel horizon? Quand? Tous les vendredis à midi pour tous les utilisateurs. Pour le chef de projet, tous les vendredis à 14 heures. Pour les responsables d'équipe, tous les vendredis à 17 heures, par exemple. Et puis ce que vous devez faire, le quoi. Donc saisir mes indisponibilités, mes temps passés pour un collaborateur. Pour un chef de projet, appliquer les temps à l'intérieur de l'outil, transformer en fait la charge saisie en fait dans les feuilles de temps en charge consommée dans les projets. Et puis derrière, une dernière colonne qui peut être assez utile aussi, c'est comment vérifier, comment sécuriser en fait la manipulation de l'utilisateur, comment lui donner confiance en l'outil et comment il peut vérifier en fait par ses soins qu'il a bien fait la bonne manip, qu'il est à jour à l'intérieur de l'outil, en par exemple sortant un rapport, en allant dans telle partie de l'outil pour vérifier que le nombre de jours qu'il a saisi correspond bien au nombre de jours ouvrés du mois qu'il y avait à saisir. Voilà. Donc ça, c'est un petit, ça s'appelle un chronogramme par acteur et c'est très utile parce que ça cadence les actions en fait de chaque type d'acteur à l'intérieur d'un outil. Ça lui dit ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, et puis comment il peut vérifier qu'il l'a bien fait. Donc c'est assez sécurisant pour un utilisateur. Alors, autre pilier en fait de la conduite du changement, donc ça c'était tout pour la partie documentation. Un autre pilier en fait de la conduite du changement, c'est la partie formation. Donc il y a plusieurs types en fait de formation qu'on peut assurer en fait quand on fait de la conduite du changement. Et puis la CDE conseil et certifié Calliope, donc il y a un gage en fait de qualité de ces formations. Et donc on est capable en fait de faire plusieurs types de formations. Une formation classique, soit en présentiel, soit à distance, avec des diapositives, avec des démonstrations en fait basées sur des cas réels, avec un cahier d'exercices où les participants, les stagiaires en fait vont réaliser des manipulations à partir de cas réels, un support de formation donc qui sera remis aux participants à la fin de la session de formation. Vous pouvez en profiter pour leur donner les flyers et puis toute la documentation qui a pu être faite par ailleurs. Et puis après, on va évaluer en fait la formation. Au fur et à mesure qu'on récupère les évaluations, bien sûr, on va améliorer cette formation. C'est de l'amélioration continue, la formation. Donc on peut écrire un nouveau manuel de formation. On peut porter également une formation que vous aviez déjà écrite dans une version, par exemple, précédente de SIFORMA et qu'on va mettre à jour en fait avec les nouveaux écrans. Et puis derrière, pour l'animation, on va pouvoir faire de l'animation sur site ou faire de l'animation à distance, comme on a fait pendant la période Covid où on était tous confinés, par exemple via Teams. Alors voilà, ça c'est un exemple, par exemple, de formation qu'on a mis à jour. Donc là, on est parti en fait d'une formation SIFORMA 3.5 pour une formation, pour convertir en fait le manuel de formation en un manuel de formation SIFORMA 7.1, donc la dernière version. Donc vous voyez, il y a une grosse différence en fait entre les écrans. Donc il faut absolument faire de la formation. Les rapports à l'intérieur de SIFORMA ne marchent plus du tout de la même manière entre la version 3 et la version 7. Donc du coup, on peut porter, si vous avez déjà des manuels de formation qui ont déjà été écrits, on peut se servir en fait
ce que vous avez déjà écrit et puis le porter en fait dans une version plus récente de SciForma. Ensuite, vous avez le MOOC. Donc là, c'est une formation en ligne. Le MOOC, c'est une formation en ligne ouverte à tous. Parce que ce qui se cache derrière l'acronyme MOOC, c'est Massive Open Online Course. Donc là, en fait, vous recevez en gros une URL et vous vous connectez et puis vous déroulez votre formation. Vous avez un collègue qui vous demande quelque chose, vous arrêtez votre formation. Vous travaillez sur autre chose. Vous avez de nouveau une demi-heure de tranquillité. Vous reprenez votre formation. Donc, c'est une nouvelle façon en fait de faire de la formation. Alors pour ce faire, nous on travaillait avant sur la plateforme pour créer en fait ce type de formation. On travaillait sur la plateforme 360 Learning, mais on a déjà travaillé en fait sur d'autres plateformes, des plateformes de clients qu'ont les clients, sur lesquels en fait on peut très bien mettre en place le MOOC également, ou n'importe quelle autre plateforme de MOOC. Ça marche toujours un petit peu pareil. Donc on peut porter pareil votre version, votre formation qui était écrite en V6, on peut la porter en V7, ou alors on peut carrément écrire une nouvelle formation. La formation en ligne, finalement, elle peut contenir une vidéo d'introduction et de conclusion pour chacun des modules. C'est pareil, on va dérouler des diapositives, vous allez avoir des vidéos de manipulation à l'intérieur de SciForma 7, vous allez avoir des QCM aussi, afin de pouvoir valider vos acquis à chaque partie de la formation. Et puis, soit à la fin de la formation, soit à la fin de chaque parcours de la formation, vous allez être à même en fait de récupérer et de télécharger de la documentation pour chaque parcours ou carrément à la fin de la formation. Donc pour mettre ce genre de formation en œuvre, il faut compter environ 2 mois. Donc, comment ça se passe? On va créer et valider des modules. Donc en général, on part sur 5 parcours et 5 modules. On va faire des échanges, on va faire des tests, on va valider chaque module avec l'interlocuteur client. Et puis de façon itérative, en fait, on va améliorer le contenu et le déroulé de notre formation. Et donc, on va mettre à jour nos modules de façon itérative jusqu'à la mise en ligne de la formation, qui derrière sera accessible en fait à tous les utilisateurs qu'on aura inscrits au MOOC. Donc ensuite, on met en ligne les modules, les différents modules pédagogiques, avec tout le contenu, les présentations vidéo de chaque module, des vidéos tutoriels, avec des manipulations, les QCM, et puis on va tester aussi la récupération de la documentation en ligne. Et une fois qu'on aura fait tout ça, les utilisateurs pourront se connecter, ils recevront un mail et pourront se connecter à une URL, et puis derrière, ils pourront accéder au parcours de formation. Donc, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un exemple de structure en fait d'un MOOC. Donc, c'est un MOOC SciForma 7 qu'on a fait par exemple pour le Crédit Agricole. Et là, on a un déroulé vraiment classique de gestion de projet. Et puis, vous allez avoir des parcours qui vont s'appliquer à l'ensemble des utilisateurs, des parcours qui vont s'appliquer uniquement aux chefs de projet, des parcours qui vont s'appliquer uniquement aux responsables d'équipe, des parcours qui vont s'appliquer uniquement à ceux qui exploitent le reporting, par exemple le contrôle de gestion. Et donc, si je regarde un petit peu les types de parcours, donc on a un premier parcours qui s'appelle gestion de la disponibilité et saisie des temps passés. Là, à l'intérieur de ce parcours, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est comment je saisis mes temps et comment je mets à jour mon calendrier pour que le plan de charge en fait des ressources soit au carré. Et à l'intérieur, on va retrouver 2 modules qui vont être la gestion de l'indisponibilité via le calendrier SciForma et le suivi des charges avec les feuilles de temps. Donc ce module-là, a priori, quand on a un outil de saisie des temps, tout le monde saisit ses temps à l'intérieur d'un département ou d'une entreprise. Et donc, ce parcours-là, on va le diffuser en fait à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Puis après, vous avez le parcours 2, le parcours 3 et le parcours 4 qui vont être davantage en fait des parcours qui vont s'adresser aux chefs de projet. Il n'y a qu'à lire le titre en fait du parcours 2, initialisation et structuration de mon projet, gestion des affectations de ressources, suivi et mise à jour du reporting.
Voilà, c'est plus de la chefferie de projet. Donc on va avoir ces 3 parcours qui vont être suivis en plus du parcours 1 relatif à la saisie des temps. Ces parcours-là vont être également suivis par les chefs de projet. Et le parcours 5, en fait, on peut le laisser uniquement aux personnes qui vont exploiter le reporting, mais c'est aussi intéressant, bien sûr, pour le chef de projet ou pour le responsable d'équipe, d'avoir accès, en fait, au parcours 5 qui décrit, en fait, comment faire des rapports à l'intérieur de Siforma. Donc, vous recevez en tant qu'utilisateur un mail d'invitation. Là, vous le voyez. Donc là, typiquement, il y a un utilisateur lambda qui reçoit un mail d'invitation à suivre en fait une formation en ligne relative en fait à la saisie des temps passés et à la gestion de la disponibilité à travers le calendrier. Et donc, vous avez un lien. Vous avez qu'à cliquer sur accéder au parcours et derrière, en fait, ça va lancer la formation. Si vous vous arrêtez en plein milieu de votre formation, vous relancez le lien, vous retournez au parcours dès que vous avez le temps et vous reprenez là exactement où vous en êtes arrêté. Et quand vous avez fini en fait votre parcours, vous pouvez télécharger en fait les modes opératoires, la documentation associée, la documentation standard de l'éditeur, une vidéo, que sais-je. Voilà, vous avez la possibilité en fait de récupérer par ce biais-là toute la documentation. Alors une autre facette importante en fait de la conduite du changement, c'est de l'assistance opérationnelle. Donc ça c'est bien, on a fait ça il n'y a pas très longtemps pour un client sur 2 mois après l'ouverture de Siforma 7. Donc il venait d'une version Java de Siforma, il venait de la 3.5, il passait à la 7.1, c'était le Big Bang. Donc d'un côté on avait une ergonomie Java, de l'autre côté on avait une ergonomie bien plus moderne, HTML, avec les menus qui avaient changé de place, les fonctions qui n'étaient plus exactement les mêmes. Sans assistance opérationnelle, je pense que ça aurait été compliqué, même avec une formation pour eux. Donc on a fait de l'assistance opérationnelle auprès de 850 utilisateurs. On l'a fait via Teams. Donc et les gens ont été très contents, quoi. On pouvait les guider, faire du partage d'écran avec eux, et puis leur dire, voilà, cliquez ici, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, cliquez là. Et c'est vraiment aussi sécuriser les manipulations et puis leur donner confiance en fait dans ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur de l'outil. Et c'est vraiment très important parce que la première fois en fait qu'on manipule, c'est bien si vous avez quelqu'un derrière qui vous rassure et puis qui vous dit ouais vous avez bien fait les choses. Voilà, on prend confiance et puis du coup on a envie d'adhérer davantage à l'outil. Donc cette assistance opérationnelle, il faut la faire en fait pour tous les utilisateurs. Donc, tous les rôles utilisateurs de l'outil, et il faut pas oublier l'administrateur de la solution, qui va être pareil. C'est pas parce qu'il aura fait les ateliers avec l'équipe projet qu'il va être forcément à l'aise en fait sur la solution. Donc c'est bien si vous avez un expert Siforma derrière qui peut aider l'administrateur et puis qui peut lui dire non, aujourd'hui ça c'est plus rapide, on peut le faire comme ci, on peut le faire comme ça. Ça a vraiment matière à rassurer. Voilà, donc ça peut prendre différentes formes. Une permanence sur site, donc à l'ouverture de la nouvelle application en production, donc avec un consultant disponible pour répondre aux questions, donc pour aider aux nouvelles manipulations à l'intérieur de l'outil, pour rassurer les utilisateurs, voilà. Et faut bien une présence, moi je dirais de 2 semaines, et puis si vous pouvez viser la fin de mois, puisque c'est les clôtures, en général de l'outil, donc vous faites des clôtures mensuelles, c'est là en fait où vous avez des pics d'utilisation de l'outil, où les gens saisissent leur temps, où les responsables d'équipe valident les temps, où les chefs de projet appliquent les temps et transforment les temps réels en charges consommées à l'intérieur de chacun des projets. Donc c'est bien si vous pouvez avoir une présence en fait importante en assistance opérationnelle à ce moment-là. Donc pour le client en question, là, on était sur 850 utilisateurs. Et on a fait 2 mois d'assistance opérationnelle. Donc on a répondu à leurs questions en fait pendant un peu plus de 2 mois, et ça a permis vraiment de mettre les choses en route et ça a permis une forte adhésion à l'outil. Voilà, et ça permet de capitaliser aussi par l'assistance opérationnelle. Vous pouvez capitaliser sur votre outil
parce que derrière, c'est là que vous vous apercevez que il reste tel bug en fait, donc il y a encore telle petite chose à ajuster à l'intérieur de l'outil. Donc ça vous permet de remonter des bugs éventuellement à l'éditeur ou des anomalies de paramétrage que vous aviez pas vues lorsque vous avez fait les recettes. Ça permet en fait d'avoir du feedback utilisateur, donc ils vont vous dire ça aurait été mieux si on avait ceci ou si on avait cela. Donc vous pouvez derrière garder en fait toutes ces demandes sous le coude pour pouvoir gérer en fait des améliorations dans un lot de maintenance en fait évolutive ultérieure, et rassurer les utilisateurs et leur dire c'est une super idée. On la note et puis on va essayer de la mettre en place. On a un train de maintenance évolutive de prévu dans 6 mois à l'intérieur de l'outil. Voilà, et l'utilisateur il sent que ça va vivre, il a envie de continuer en fait à utiliser l'outil. Ça vous permet aussi de mettre à jour la documentation, de clarifier les modes opératoires, voilà, puisque vous allez avoir un utilisateur qui va vous dire je suis la doc, je fais ceci, je fais cela, et puis après j'arrive pas à avoir cet écran-là. Donc hop, ça vous permet de mettre à jour et puis de parfaire en fait vos modes opératoires, de tracer les types de demandes. C'est où que les gens sont le plus en difficulté à l'intérieur de l'outil. Sur quoi il faut renforcer éventuellement la documentation, sur quoi il faut faire un webinaire pour expliquer telle thématique d'utilisation de l'outil. On peut penser à tout ça. Donc au travers de l'assistance opérationnelle, vous rassurez, mais derrière en fait il y a beaucoup d'inputs que vous allez recevoir de la part des utilisateurs qui vont vous permettre en fait de continuer à améliorer en fait l'utilisation de l'outil. Et enfin une dernière facette en fait de la conduite du changement, c'est le plan de communication. Si vous faites votre projet tout seul dans votre coin et puis derrière vous dites rien, et puis que vous ouvrez l'outil, ça va pas le faire. Vous allez avoir des gens dans les couloirs qui vont vous dire qu'est-ce que c'est que cet outil, ça a changé, on double-clique sur la même URL et puis on n'arrive plus dans le même environnement. Ça va barder. Donc il faut absolument un plan de communication, il faut absolument communiquer et communiquer tout au long de votre projet. Donc depuis en fait quasiment la genèse de votre projet jusqu'à la fin et puis même après la fin de votre projet. Et donc ce qu'on propose en fait chez ACDE, c'est un plan de communication en 4 temps. Et derrière, vous allez voir un petit peu comment on peut le décliner. Voilà. Et ce plan de communication, donc, il va s'inscrire en fait au travers d'un planning de la conduite du changement, qui va être en phase avec un planning de migration. Et le plan de conduite du changement, en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Autant quand on fait un planning de migration d'outils, on va plutôt travailler au plus tôt. Nous, avec avec notre planning de conduite du changement, en fait, on se balade un petit peu en bout de chaîne alimentaire. On va travailler au plus tard, parce que les choses vont pas être terminées dans les temps. Des bugs vont être découverts pendant les tests, donc nous on va être obligé de remettre à jour sans cesse les diapos du manuel de formation. On va être obligé de mettre à jour nos modes opératoires au fur et à mesure en fait que non, faut pas prendre ce chemin pour le faire parce qu'on tombe sur une anomalie. On va plutôt prendre tel autre chemin. Donc vous voyez en fait, et nous jusqu'à la fin, on va être en train en fait de mettre à jour nos modes opératoires, nos manuels de formation. Nos guides utilisateurs, etc. Et si je reviens un petit peu à notre plan de conduite du changement et à la partie communication, donc vous allez pareil avoir en fait des communications qui vont être faites tout au long de la vie en fait de votre projet de migration ou d'installation d'un outil de PM ou de PPM, d'un outil de gestion de projet ou un outil de gestion de portefeuille de projet. Donc, pendant les ateliers de paramétrage de l'outil, donc là, vous avez commencé votre projet, vous commencez à avoir les mains dans le cambouis, vous êtes en train vous avez fini de spécifier, et puis on commence en fait à faire du paramétrage à l'intérieur de l'outil. On va avoir un mail de communication 1 qu'on va envoyer au manager. Puis au fur et à mesure en fait qu'on va envoyer, on va avancer dans le temps, on va avoir une réunion de présentation du projet d'accompagnement
aux managers. Donc, on va réunir les managers, en fait, dans une salle, et puis on va leur faire une démo de l'outil. On va leur dire, en fait, tout ce qu'on est en train de faire pour que la prise en main de l'outil par les différents utilisateurs se passe bien. Donc, les guides, qu'on va mettre en place une formation, qu'on va faire de la doc, qu'on aura de l'assistance opérationnelle, etc., etc. Puis après, pendant vos tests et pendant vos corrections, juste un petit peu avant la mise en production, vous allez recommuniquer en fait aux managers qui vont redescendre l'information à tous les utilisateurs et qui vont leur dire attention, la mise en place de l'outil est en train d'approcher, l'ouverture de l'outil est prévue à telle date. Vous devez vous inscrire aux différentes formations. Vous pouvez récupérer la documentation ici sur le SharePoint ou ici sur Internet, sur un intranet, ou elle va vous être envoyée par courrier, peu importe. Donc les différentes modalités. Et puis après, après la mise en production, vous allez avoir de nouveau en fait une communication sous la forme d'une réunion dans laquelle vous allez commencer à récupérer un petit peu de feedback. Donc, est-ce que les formations se sont bien passées? Est-ce que les gens ont apprécié la documentation? Est-ce que l'assistance opérationnelle est au point ou pas? Voilà en termes de planning. Et puis après, je peux décrire un petit peu donc le plan de communication avec ces 4 temps. Donc, le premier temps, ça va plutôt être un mail. Et puis, donc, on va plutôt décliner le contexte de la mise en place en fait d'un nouvel outil de gestion de projet. Donc le look plus convivial, on va essayer de valoriser les choses, une version qui a été éprouvée par de nombreux clients, l'organisation à terme qui convient parfaitement aux fonctionnalités. Voilà, la possibilité d'avoir une vision portefeuille, la possibilité de mettre en place des nouvelles fonctionnalités qu'on n'utilisait pas avant, par exemple la gestion des risques, et puis après on va décrire notre projet de migration ou notre projet en fait de mise en place d'un outil de gestion de projet, avec les grands jalons de la formation, les moyens mis en place en fait pour gérer cette migration, et puis toutes les personnes finalement qui vont être concernées, qui vont être impactées par ce projet de migration. Et puis à la fin de cette communication, on va mettre une information comme quoi on invite tous les managers à une réunion dans un second temps pour une communication, pour une deuxième communication. La deuxième communication, vous pouvez la faire par réunion. Vous pouvez commencer aussi à mettre des affiches, par exemple, je sais pas, dans les halls d'ascenseurs, à l'entrée des bureaux, un petit peu pour diffuser le fait que la migration avance ou que la mise en œuvre du nouvel outil de gestion de projet est sur les rails. Puis là, on va un petit peu décliner quel est le périmètre fonctionnel qu'on va viser, quel grand changement en fait ça va être pour les utilisateurs, que éventuellement en fait on a un bac à sable qu'on a ouvert avec cette nouvelle version qui est disponible et puis dans laquelle la plupart des utilisateurs pourront se connecter s'ils veulent faire des tests. Quelles sont les modalités de formation, quand et comment s'inscrire, et puis au-delà des formations, en fait, quel type de soutien opérationnel, en fait, on va mettre en place. Voilà, ça c'est la com 2. Puis après, vous allez avoir la com 3. La com 3, là, c'est vraiment le contenu fonctionnel qui est attendu. Les premiers retours, donc, qu'ont fait les utilisateurs pilotes, suite à une bascule à blanc, donc suite à la mise en œuvre d'un environnement de pré-production. Et puis après, le calendrier, le contenu des formations, et puis une présentation, présentation détaillée cette fois-ci, des dispositifs de soutien opérationnel en place. Donc, comment vous pouvez joindre l'assistance opérationnelle, par mail, par chat, via Jira, via une permanence qu'on peut solliciter via Teams de telle heure à telle heure, par exemple. Et puis, donc ça, c'est juste avant la mise en production. Et puis ensuite, vous allez avoir une dernière communication qui va se dérouler en fait sous un rappel des contenus fonctionnels et des améliorations livrées, donc en termes d'ergonomie, en termes de reporting, voilà tout ce qu'on a mis dans l'outil. On va faire un retour en fait sur les premières formations donc qu'on aura eu, quelles difficultés on a eu, quel retour positif on a rencontré. Et puis après, toujours une information sur les dispositifs d'accompagnement et de soutien opérationnel, puisque l'assistance opérationnelle va continuer au-delà de cette date.
Voilà, et puis derrière, donc on a un petit canevas qu'on remplit avec vous, hein, dans lequel on va avoir par exemple le temps 1 de communication, à quoi il correspond, donc c'est quoi l'objectif de ce temps 1, qu'est-ce qu'on veut y faire, à quel horizon de temps en fait il faut communiquer, quel est le vecteur, donc la communication en fait on la véhicule comment, est-ce que c'est une présentation avec des responsables d'équipe qui viennent en présentiel, est-ce que c'est un mail qu'on adresse à toute la population concernée par le changement, quelle cible, quel contenu on va avoir à l'intérieur de notre communication, quelles sont les questions qu'il faudrait se poser, et puis est-ce qu'on a un message spécifique en fait ou pas à adresser. Et voilà ce que ça peut donner en fait en termes de donc ça c'était un exemple de c'est le temps 1 de la communication en fait pour la migration à la Société Générale, à la branche assurance de la Société Générale, donc qui s'appelle ASSU. Eux, ils migraient de la version 3 vers la version 7.1. Et donc, vous voyez, on a respecté la charte graphique. Ça a un look plutôt sympa, plutôt sexy. Donc, et on invite en fait des responsables d'équipe à une réunion de présentation du projet de la migration format 7. Voilà. Derrière, vous voyez qu'on a l'accompagnement et puis qu'on propose en fait la date de réunion, donc au travers de ce et qu'on informe aussi sur c'est quoi les enjeux du projet, pourquoi on fait ce projet, comment il se déroule notre projet. Donc à l'intérieur de ce petit mail, vous allez avoir l'annonce d'une réunion, vous allez avoir une description du projet, on va valoriser le changement, on va dire où on en est. Donc là on en est en fait à la fin du paramétrage, on va bientôt commencer les tests. Et puis aussi, qu'est-ce qui est prévu en termes d'accompagnement, et puis l'ordre du jour de la réunion. Voilà. Donc, un petit mail de communication, et puis là, vous commencez à faire savoir que, et 6-8 mois, en fait, avant la mise en production, là, dans ce cas-là, hein, 6-8 mois avant la mise en production, vous commencez, en fait, à faire savoir que, il y a un projet, et que, potentiellement, les utilisateurs vont être impactés. Merci Marc. Je vois qu'on est un peu pris par le Merci temps. Marc. On va accélérer je reprends un petit peu la main pour présenter un petit peu la troisième et dernière partie. Alors je vais accélérer un petit peu le rythme parce que je vois que l'heure tourne et on est presque à la fin de la première heure prévue, enfin l'heure prévue. Donc comme vous avez compris, donc Vincent a présenté un petit peu tout ce qui est la conduite, les concepts de conduite de changement et les approches en général. Marc a très bien ensuite expliqué tout ce qui est dans un cas concret, comment opérationnellement on gère la conduite de changement et idéalement dans des projets de gestion de projet en général et même autour d'outils. Et je vais finir rapidement pour présenter, parce qu'on a beaucoup parlé d'outils de gestion de projet ou d'outils en général, et notamment de SIFORMA. Donc aujourd'hui, je vais présenter un petit peu cet outil dont on a pas mal parlé au cours de ces derniers temps de présentation. Sachez que évidemment, ACDE FICOM travaille. On aurait pu présenter d'autres outils parce qu'il y en a beaucoup, MS Project, Triskel, Planisware avec qui on travaille dans l'absolu. Mais aujourd'hui, c'est un zoom sur SIFORMA puisque les quelques exemples qu'on a présentés et beaucoup d'activités que nous réalisons sont autour de SIFORMA. Donc aujourd'hui, un petit zoom sur SIFORMA, qui est un outil de gestion de projet, comme on dit, qui est un des leaders mondiaux, qui a une quarantaine d'années d'expérience, qui a 200 000 utilisateurs, qui est présent dans plus d'une centaine de pays et qui est présent, bien sûr, dans les recommandés par le Forrester et Gartner. Donc, il y a un outil de gestion de projet parmi les leaders mondiaux. Et je me suis permis, dans cette présentation, de le rappeler, puisqu'aujourd'hui, nous avons, comme on disait, une assistance un peu internationale, de présenter quelques références aussi bien en France, aussi bien en Tunisie, aussi bien au Maroc, aussi bien en Belgique et dans d'autres pays où on a finalement où SIFORMA est présente et bien présente. Alors, sans rentrer dans la présentation de l'outil en tant que tel, donc pour la slide d'après, c'est oui, alors c'est quels sont finalement
les bénéfices d'une utilisation de l'outil comme SIFORMA. C'est ce qui est le plus important pour nous. Pourquoi finalement on passe de l'Excel à des outils dans le cas de gestion de projet? Finalement, c'est le gros message. Je dirais que les utilisateurs, et ça c'est des indicateurs qui reviennent vraiment des utilisateurs, c'est d'abord d'améliorer le nombre de projets qui deviennent conformes au budget alloué. Et là, avec l'utilisation de SIFORMA, on est sur 22% d'amélioration. Quand on veut aussi améliorer l'utilisation des ressources, parce qu'encore une fois, c'est les ressources sont rares et importantes, et grâce à des outils comme SIFORMA, nous sommes sur des améliorations de 30%. Ensuite, quand nous souhaitons augmenter le nombre de projets qui sont livrés à temps, ça c'est aussi donc de jouer sur les délais, nous sommes sur des taux d'amélioration de 21%, et bien évidemment, qui est limiter, je dirais, les projets ratés. Et là, on est sur 17% de taux d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment… Donc finalement, les outils comme SIFORMA, donc de gestion de projet et spécifiquement SIFORMA, on met en avant 4 retours sur investissement. Le premier autour de l'amélioration du succès des projets, donc notamment avec la réduction de durée, l'amélioration donc la diminution des retards. Deuxième grand volet, c'est comment choisir les bons projets à lancer. Et ça, c'est comment se réserver les budgets, comment optimiser les ressources, comment faire en sorte que le nombre de projets stratégiques soit accompli. Troisième retour, c'est l'emploi des ressources, comme je disais, qui est l'optimisation, qui est très important, puisque finalement, vous optimisez, vous maîtrisez votre capacité à faire, et ça, c'est l'enjeu majeur de vos entreprises, et d'améliorer votre productivité, notamment en centralisant les données, parce que c'est un outil collaboratif, parce que ça permet de prendre une prise de décision, parce que ça permet de travailler en commun, et ça permet de donner de la visibilité sur les projets à tout le monde. Ça, c'est vraiment les gros atouts. Pourquoi SIFORMA en particulier par rapport aux autres outils que nous utilisons et que nous voyons chez nos clients? Essentiellement pour 4 raisons. La première, c'est que nous trouvons que c'est un outil très complet parce qu'il a toutes les fonctionnalités de gestion de projet, de portefeuille de projet et finalement toutes les fonctions nécessaires pour une gestion de vos projets à l'échelle des entreprises qui nous sollicitent. C'est un outil surtout flexible et évolutif. Donc, encore une fois, nous pouvons commencer, donc c'est modulaire, on peut s'adapter au périmètre à votre périmètre et accompagner dans l'effort de croissance, encore une fois, de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un outil out of the box, donc en quelque sorte facile à paramétrer. Ce n'est pas des outils, c'est pas des ERP, c'est pas des gros systèmes, c'est pas des systèmes qui nécessitent, je dirais, dans l'implémentation, donc des gros paramétrages, même si ça reste paramétrable et qu'il y a des enjeux après, comme a présenté Marc, mais nous ne sommes pas sur du SAP ou de l'Oracle, encore une fois, et que ça reste un outil intuitif, facile à utiliser et facile à adopter. Pour terminer, quelques exemples clients sans les citer, mais comme que je vois autour de la table des invités, donc on a pris trois types de use case. Donc, dans un cas d'un client industriel de taille humaine, je dirais, qui avait des nécessités de passer de l'Excel à des gros outils pour piloter les projets industriels sur de la durée, qui étaient traités aujourd'hui en Excel sur différents sites dans différents pays. Donc là, c'est clairement une utilisation. Donc, la mise en place de l'outil SIFORMA permet justement que la plateforme soit un petit peu partagée, qu'elle permet la collaboration, qu'elle permet la gestion du temps essentiellement par rapport au projet. Pour un client plus important dans le secteur financier, on en a pas mal autour de la table. Donc, c'est vraiment là l'exemple. Je vais me permettre de citer, puisque Marc l'a cité, mais c'était donc la filiale de la Société Générale, parce qu'il faut savoir que la Société Générale est un de nos clients aussi sur SIFORMA à travers les différentes filiales, et notamment Assu. Donc là, on est sur des gros besoins avec plus de 227 chefs de projet, 295 utilisateurs, plus d'un nombre impressionnant d'utilisateurs in fine. Donc là, c'était l'utilité, puisque c'était des gestions des projets dans tous les temps. Donc vraiment, ils ne peuvent plus faire autrement dans ce genre de grosses structures que de les gérer via des unités déjà PMO structurées dans ces entreprises
et pour une gestion efficace et de la gestion de l'équipe, de la communication, tout ce qu'a un petit peu présenté Marc. Et aussi, on voulait citer l'exemple d'un client dans le secteur public, mais qui utilise beaucoup la planification parce qu'il est sur de la planification à très long terme. Et donc là aussi, c'était un gros projet parce qu'il y a plus de 800 utilisateurs, de 3000 utilisateurs, 800 chefs de projet avec des planifications à plusieurs années pour des investissements lourds. Et là, c'est pareil aussi, l'utilisation de ce genre d'outil devient indispensable pour sortir du cadre Excel ponctuel, je dirais entre guillemets, même de MS Project. Encore une fois, là, on se projette dans des structures qui deviennent un peu structurées. On n'est plus dans des besoins qui peuvent se gérer chez une seule personne par Excel. Même si, encore une fois, j'ai bien spécifié que l'un des atouts de Siforma était cette adaptabilité à aussi bien des structures de 10 personnes que des grosses structures de plus des milliers de personnes. Donc voilà, je vais laisser les 2-3 dernières slides à Marc pour clôturer et éventuellement ces quelques minutes pour les questions-réponses, sachant qu'il nous reste 7 minutes questions-réponses comprises, ce qu'on avait prévu jusqu'à 12h15. Donc, je te redonne la parole, Marc, pour les 2 dernières slides à court. Allez, j'accélère. Donc là, on a fait un petit récap des pièges en fait à éviter. Donc, vous avez bien vu, c'est tout le contraire en fait de ce que j'ai présenté. Si vous faites rien de tout ça, donc pas de plan de com, pas d'information sur le projet, pas de conduite du changement, pas de formation, pas d'assistance opérationnelle, pas de documentation, pas de mode opératoire, pas de chronogramme, pas d'administrateur. Ça, c'est très important aussi pour administrer la solution. Pas de référent, donc pas de personnes en fait qui savent ce qu'on doit mettre en place à l'intérieur de l'outil. Ben là, c'est sûr que vous allez tout planter. Mais dans la mesure du possible, en fait, ces 4 cases, faut les mettre en œuvre hein, si vous voulez que votre projet réussisse. Et puis après, c'est plus des conseils à méditer. Donc, personnaliser les parcours de formation et votre communication pour former et motiver les collaborateurs. C'est bien la formation standard, mais bon, quand on a une formation maison en fait qui s'applique vraiment à ce que l'on fait au quotidien dans l'entreprise, c'est mieux. Évaluer et préparer votre entreprise au changement. Voilà, les gens qui sont réfractaires au changement, impliquez-les dans les réunions, dans les ateliers dès le début. Vous verrez que le fait que ces gens-là soient partie prenante, déjà ils ont plein de critiques et ils ont plein d'idées sur tout en même temps, donc les impliquer en fait c'est quelque chose de bien, et puis au sens large du terme, de toute façon impliquer l'ensemble de vos collaborateurs. Ensuite, gérer le changement, aucun changement va se faire de lui-même, faut vraiment accompagner le changement. Le changement, ça se fait pas tout seul. Et puis essayer de comprendre les métiers, les besoins, les réticences au changement, ça vous permettra en fait derrière de contourner tout ça. Et au-delà du projet et de son déploiement, capitaliser sur votre projet de conduite du changement, communiquer, former et assister les utilisateurs finaux sur le long terme. C'est vraiment la clé. Voilà, et en conclusion, c'est vrai que les gens, c'est naturel, on n'aime pas quand ça change. Moi, le premier, voilà. Donc, il y a peu de gens qui aiment le changement. Et donc, la conduite du changement, ça permet en fait aux utilisateurs de surmonter leur peur. Donc, par la compréhension des enjeux, des objectifs du projet, très important, de dire pourquoi en fait on fait ce projet. Et puis en intégrant pourquoi le projet sera bénéfique pour eux aussi, parce que le projet les concerne, et eux aussi doivent récupérer quelque chose. Ça va être plus ergonomique, ça va être plus simple, tu vas faire moins de clics, tu y passeras moins de temps. Voilà. Et donc sans conduite du changement, vous mettez en péril la réussite de votre projet. Et derrière, ce que vous allez récolter à moyen terme ou à long terme, ça va être les réticences, le rejet des collaborateurs, un changement d'outil, mais l'outil sera pas en cause. Voilà, c'est parce que vous n'aurez pas fait de conduite du changement, en fait, qu'on changera d'outil et ça recommencera. Vous prendrez un nouvel outil, vous ferez pas de conduite du changement et puis on changera encore d'outil. Et c'est sans fin. Voilà, et puis au final aussi, c'est un stress important pour les collaborateurs. Donc, si vous faites de la conduite du changement et que vous les accompagnez, il y aura moins de stress en fait pour eux à l'utilisation de l'outil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et nous sommes à votre disposition, bien évidemment, s'il y a des choses plus spécifiques. Alors, vous avez vu un peu la panoplie des
des intervenants. Alors, on peut intervenir sur différents volets, que ce soit, comme je dis, la conduite de changement général, que ce soit des sujets plus techniques sur 6 formats ou d'autres outils, aussi bien sur la manière de gérer les projets. C'est notre ADN au sein de ACDE et de FICOM. Nous sommes à votre disposition, entière disposition, pour vous aider. Voilà, merci à tous. Des mots de la fin, peut-être pour Marc. Non, mais après, si vous êtes intéressé, moi, je n'ai pas montré toute la panoplie en fait de ce qu'on pouvait faire. Hein. J'ai des tas de choses, des vidéos, des manuels de formation. Si vous voulez voir en fait comment marche un MOOC, n'hésitez pas en fait à reprendre contact avec moi si vous voulez voir des exemples en fait concrets de ce qu'on a pu réaliser chez nos clients. Voilà, j'ai vraiment de nombreux exemples à votre disposition. Super. Alors, dernière chose avant de vous quitter, sachant que de la culture chez ACDE FICOM, c'est qu'on organise des webinaires quasiment tous les mois sur différentes thématiques qui nous permettent de partager avec vous un peu différentes expériences. Donc, il y en aura certainement un en décembre qui sera peut-être plus orienté sur la partie peut-être, je dirais, gestion de projet au sens en détail. Donc, on vous tiendra au courant, on vous enverra les invitations et on aura tout un programme tout au long de l'année aussi 2025. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Voilà, à bientôt. Merci à vous. Merci. Et merci encore. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.